Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et non, nous n'allons pas parler d'un DVD de la Dragon Gate Pro Wrestling des côtés des États-Unis, pardonnez-moi, mais on va parler d'un pay-per-view de la TNA, vu comment maintenant je me lance directement dans les pay-per-view en mode visuellement parlant. Comme avec la WWE, c'est ce que je fais, et au moins je fais l'effort de le faire, et AEW également. Et ce show en question auquel on va parler, ça s'est déroulé hier, mais auquel je n'ai pas su sortir de vidéo, vu comment la vidéo n'était pas encore sortie. Mais elle est sortie directement, on va dire aujourd'hui entre guillemets, donc le 15 juin. Et ça tombe bien parce que le 15 juin, il va y avoir Clash at the Castle. J'imagine que la vidéo va sortir demain pour du côté de la WWE et auquel je vais peut-être essayer de faire une review rapidos sur ce show-là, si je le fais bien sûr. Mais bon, dans ce show de TNA, on va parler de Against All Odds 2024. Donc oui, pour la TNA, et qui s'est déroulé dans le stade de Cicerone, Illinois, donc du côté de Chicago. Et que il s'est passé tellement de trucs dans ce show et auquel je sais que je vais en parler, mais il faut que j'essaye de parler la plus courtoise possible, parce que vous saviez, j'ai la fâcheuse tendance à aller beaucoup trop vite et à parler beaucoup plus. Et quand ça va beaucoup plus, quand je parle beaucoup, ça devient long. Ça devient long et c'est pas toujours ce que vous cherchez le plus. Mais bon, ce n'est rien de tout ça. Ce n'est vraiment rien de tout ça, vu comment je m'attaque directement à ce show. Mais d'abord, passons au pré-show. Donc dans un match simple du pré-show, on a Sami Callihan contre Jonathan Gresham, auquel le match était cool rien qu'à regarder, et auquel il s'est passé tellement de choses. Je n'ai pas encore vu de ce qui s'est passé dans le pré-show, vu comment j'ai regardé tout du côté de la carte principale. Mais si jamais je vais voir, après d'avoir terminé de tourner la vidéo, bien sûr que je vais aller voir, et si jamais j'ai du mal à trouver les photos parfaits pour qui a gagné, qui a perdu. Enfin, plus d'écouter des victoires que des perdants. C'est plus ça que autre chose. Ben je, je vais essayer de faire de mon mieux, hein. Parce que vous savez, maintenant je fais de mon mieux à trouver des bonnes photos qui est l'illustration parfaite pour, euh, pour que ça soit présentable dans ma vidéo. Ça, vous le saviez, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore fait. Ça arrivera dès que j'en aurai trouvé avant de tourner. Dans ce match-là, vous saviez que Jonathan Gresham, il a cette fameuse gimmick du poulpe auquel, vu comment il adore aveugler ses adversaires en crachant du substance noire comme bien sûr un calamar, une pieuvre, plus simple on dit une poulpe, qui, on va dire, qui urine, enfin, urine, non, c'est pas uriner, qui crache des substances noires et qui nous aveugle au plus profond de nos yeux, au plus profond de notre âme, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Eh ben, souvent, ça peut être un avantage pour lui d'obtenir une victoire facile, même si les arbitres peuvent être cons, peuvent pas leur marquer un coup qu'ils ont fait l'exécution. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça s'est retourné contre Jonathan Gresham. Et petite anecdote sur Jonathan Gresham, il était présent lors du show Battleground de NXT. Mais pas pour catcher, juste pour voir Jordynne Grace, qui est sa femme dans la vraie vie, combattre. Je ne l'ai pas précisé, mais au moins je le précise aujourd'hui. Comme je disais, ça s'est retourné contre lui en crachant sous substance de liquide noir. Vu comment Kushida, qui vient de faire son retour, et qui je sais pas ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, il avait pris un genre de mouchoir à la main et un genre de petite fiole pour je sais pas ce qu'il allait en faire, mais il a mis le mouchoir dans la bouche de Jonathan Gresham, et vu comment il a pris ça, il s'est dit, ah ben tiens, vu comment j'ai un côté scientifique, aussi un côté futuriste, pourquoi pas créer un antidote contre les substances noires des pieuvres? Ça serait amusant.
Et du coup, ça distrait Jonathan Gresham, auquel il se fait atomiser par le marteau pilon de Sami Callihan, et que c'est Callihan qui remporte la victoire. Donc voilà, vite fait, bien fait, rapidos, sur ce match-là, même si j'ai un peu duré bah, quelques minutes. Mais bon, victoire de Callihan, je passe à la suite. Et pour le deuxième match du pré-show, match par équipe pour les titres féminins Deck Knockout. Donc entre The Militia, ou alors plutôt The System, The Militia, donc Alicia Edwards et Masha Slamovich, contre The X, donc HEX, donc équipe composée de Alice Kay et Martin Bell, auquel ce match-là non plus, j'ai pas encore visuellement tout vu, mais tout ce que je sais par rapport aux résultats, bah, c'est The System, The Militia qui remporte le match. C'est tout ce que je peux dire. Donc Alicia Edwards et Masha Slamovich conservent les titres. Donc voilà tout. Je passe à la suite. Et la suite, c'est la carte principale qui débute le show. Et que là, on a Steve McLean qui fait équipe avec Mike Santana contre The Rascals. Donc équipe composée de Trey Miguel, Zachary Watts, et je pense que j'ai tout dit. Auquel dans ce match-là, on connaît, c'est du pur basique en équipe. Les catchers face obtiennent les encouragements de la foule. Les catchers heel obtiennent de la hit auprès de la foule, même en plein match. Ça, c'est un peu, on va dire, du open bar. Et que peut-être l'un des deux équipes peut faire un hold-up en surprenant l'adversaire, qui que ce soit, l'identité de la personne auquel j'ai cité. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que The Rascals, ils ont plus l'habitude en équipe de surprendre la moitié des équipes auxquelles ils affrontent, mais que là, cette fois-ci, ils sont tombés sur des personnes qui n'ont pas fait équipe ensemble, à part qu'ils ont eu un passé en équipe, mais avec des différentes personnes. Quand je pense à ça, je pense à Mike Santana quand il faisait équipe avec Ortiz, que ce soit du côté d'AEW ou à l'époque quand il était dans la LAX, mais que là, il se débrouille tout seul et il doit se démarquer tant qu'il peut. Et Steve McLean, lui aussi, il avait été dans une équipe, mais je ne sais plus avec qui. Il faut dire que ça fait tellement longtemps que j'avais vu, mais que je ne me rappelle plus. Mais que ça l'a pas empêché de devenir champion mondial d'impact de la TNA. Mais auquel maintenant, il sert plus de faire valoir et il sert aussi de catcheur de mid-card. C'est tout ce que je peux dire. Et auquel, finalement, c'est victoire de Mike Santana et Steve McLean. Demandez pourquoi, regardez par vous-même. Je suppose que c'est un double lariat qui est arrivé dans la gorge de l'un de Trey Miguel ou Zachary Watts, l'un des deux, mais que c'est eux qui remportent le match. Donc Steve McLean et Mike Santana. Donc voilà tout, je passe à la suite. Et la suite, c'est un match encore simple. De toute façon, il n'y a que des matchs simples. Il y avait match simple par équipe, mais que là maintenant c'est encore un match simple entre PCO, donc Pierre-Carl Ouellet, contre Rich Swann, accompagné par AJ Francis. Et auquel ce seront eux qui vont arriver les premiers. Et AJ Francis va prendre le micro, certes, pour se prendre de la hit. Et quand je dis AJ Francis, bien sûr, il s'agit de Top Dollar, de la WWE, auquel il prend de la hit, il trash talk l'adversaire auquel il va peut-être arriver, il trash talk même le public, et le public lui chante en retour Shut the fuck up, donc ferme ta putain de gueule, on va pas t'entendre. Et il y en a qui sont capables de dire que c'est peut-être une honte au nom AJ, vu comment pour la TNA, il y a un seul AJ qui a fait un magnifique exploit, et il s'agit de AJ Styles, et que AJ Francis lui sert de talker auquel il n'a pas de talent sous le ring. Il faut dire les termes, il faut vraiment dire les termes. Après tout le blabla auquel que AJ a fait pour mettre over Rich Swann
et pour s'attirer de la hit, eh ben, c'est maintenant l'entrée de PCO, donc le Frankenstein, enfin plutôt le monstre de Frankenstein, bah, qui se fait réanimer pour la millionième fois, vu comment bien sûr Pierre Caloualet il a une gimmick de monstre de Frankenstein, auquel bah, c'est maintenant lui le monstre de la TNA, l'attraction spéciale de la TNA. Et que malgré, au-delà de ses 56 ans, PCO, il arrive à faire des trucs auxquels il n'est pas censé faire sur un ring, hein. Ça, je l'ai remarqué tout de suite. Notamment ben, un moonsault auquel il va faire à la fin. Et également un topé suicida auquel il a failli se tuer en voulant toucher AJ Francis, hein. Parce que tout le reste du match, certes, c'est le gros monstre qui domine tout le reste du match. Mais après, c'est le petit homme auquel il va réussir à trouver une petite faille en PCO et de remporter, soit le mini combat entre guillemets, parce que le match n'est pas terminé et on sait qui est réellement le vainqueur, vu comment Rich Swann veut gagner sur le terrain de celui de surprendre son adversaire, alors que PCO, lui, sert à remporter son match de manière relative et naturelle. Donc, c'est-à-dire un gros monstre qui détruit un petit gars. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va faire son moonsault et il remporte le match en battant Rich Swann. Et après, ben, il se fait rejoindre par Steph Delander, ou alors Stephanie Delander, auquel ben, elle fait une promo à PCO. Je ne sais même pas si c'est une déclaration d'amour ou plutôt une déclaration bah, de management. J'en ai vraiment aucune idée. J'ai pas trop compris le délire, si ce n'est que elle arrive et on dirait qu'elle lui fait une avance en disant est-ce qu'il est d'accord pour bah, le coaching ou alors plutôt pour être son monstre à elle. C'est soit l'un soit l'autre. J'en ai vraiment aucune idée dans les moindres des cas, mais auquel il n'y a pas de décision claire et auquel ben, j'ai pas trop compris malheureusement. J'ai pas trop compris. Certains spécialistes doivent l'avoir compris, mais dans mon cas, c'est pas évident. Vraiment pas évident. Et bon, je passe à la suite. Victoire de Pierre Caloualet. Et on poursuit encore avec un match par équipe, mais pour les titres du monde par équipe de la TNA. Entre The System, donc Eddie Edwards, Brian Myers, accompagné par Alicia Edwards, qui vont affronter The Nemeth Brothers. Donc équipe composée de Nick Nemeth, anciennement Dolph Ziggler, et de Ryan Nemeth. Donc oui, les deux frères qui vont affronter The System et auxquels ben, ils sont ultra over avec la foule, même si on ne sait pas s'ils sont face ou heel. Je sais que le système, ils sont vraiment heal, donc ça laisse penser que The Nemeth Brothers sont l'équipe face, et auxquels ben, ils ont été directement adoptés par le public. Est-ce qu'on s'attend peut-être possiblement à une victoire de eux? Pour certains qui sont curieux, il y en a qui diront peut-être que ce serait eux, mais finalement non, pas du tout. Parce qu'après, au fin de compte, ce sera les actuels champions auxquels ils conserveront les titres. Et ils ont tout tenté, hein, les frères Nemeth, ils ont tout tenté de foutre en comble, de réussir à tout prix de les faire clouer au sol, de les faire tomber. Mais à chaque fois, il y a une intervention soit de Alicia Edwards qui fait, on va dire, le save pour sauver son mari, pour éviter d'être pris au dépourvu du tombé. Mais vu comment il y a des distractions par-ci par-là, et c'est à ce moment-là où il y a un gars auquel il arrive à mettre KO Ryan Nemeth, et que ça permet, je crois que c'est à Brian Myers auquel il va faire le tomber sur Ryan Nemeth pour la victoire et conserver les titres. Donc le gars en question qui a ben, enchaîné un énorme droite dans la tête de Ryan Nemeth, il s'agit de Dirty Dango. Oui, Dirty Dango, qui s'appelait à l'époque à la WWE sous le nom de Fandango. Mais ça, heureusement que je suis là pour vous prévenir de qui il s'agit. Donc, il rejoint ce système
Encore un membre de plus pour cette petite organisation, entre autres. Mais bon, je pense que j'ai fait le tour de ça. Victoire de système. Encore un match suivant en simple. Il n'y a que des matchs en simple dans ce show, dans la carte. Et que, bien sûr, l'affrontement s'agit de Frankie Kazarian contre Joe Hendry. Joe Hendry, je trouve qu'il a une bonne réaction auprès du public, vu comment il a un personnage bah, assez sympathique. Après, encore une fois, je sais pas s'il est face ou les heal. Et pourtant, je sais que j'ai beaucoup parlé, enfin, j'ai parlé quelques fois de Joe Hendry, mais je savais pas qu'il était ultra aussi over, vu comment il a, il a vraiment un côté sympathique au possible. Et, je sais pas, mais on dirait que ça a l'air d'être un bon élément. Et auquel ben, il avait été accompagné par Ace Steel, le pote de CM Punk. Après, je sais pas s'il est d'origine Chicago, Joe Hendry, mais peut-être, hein. Je dis bien peut-être parce que pour l'instant, je ne sais pas. Je préfère me taire à ce sujet. Et concernant Kazarian, même s'il avait une bonne dynamique auprès de la foule, je pense qu'il est heal dans cette histoire. Bon, après, c'est difficile, hein, parce que des fois, ça peut être face, ça peut être heal. On en a vraiment aucune idée de qui peut jouer le gentil ou le méchant dans cette histoire, hein. Vraiment, on en a aucune idée. Vraiment, zéro, aucune idée. Excusez-moi si vous entendez quelquefois des bruits, parce que je sais que je porte un casque et un micro, mais des fois on entend du bruit, et du coup, bah, c'est insupportable d'entendre bah, le même bruit. Donc je tenais à m'excuser, même si je peux pas contrôler les bruits des personnes. Mais bon, de toute façon, on le fait comme on peut. Parce que c'est vrai que je fais en sorte qu'on entend uniquement que ma voix et pas le bruit des personnes. Même si des fois il y a un petit bourdonnement en termes de micro, ça c'est quand je souffle dedans. Donc c'est pas forcément nickel, mais faut le faire en essayant de parler autrement. Donc voilà. Pourtant, malgré la dynamique de Joe Hendry à se faire apprécier du public et auquel ben, il est peut-être possible qu'il pourrait remporter un match haut la main, soit par une victoire logique sans tricherie, ou d'une autre manière, mais finalement il s'est fait surprendre par Frankie Kazarian. Donc c'est Kazarian qui bat Hendry. Et je crois que, vu comment il n'était pas satisfait de ce match, je pense qu'il avait un peu, un peu, un peu eu le seum, on va dire ça comme ça. Mais sauf qu'il se fait éjecter du ring par Ace Steel, et auquel, ben, Kazarian se dit, mais attends, t'es pas censé être là, euh, pourquoi tu m'attaques, je t'ai rien fait de mal, Attends, on va en parler avec le commissaire de la TNA. Donc bien sûr, Kazarian, il va en parler avec Santino Marella, auquel ben, ce dernier a été très clair à ce sujet. Il organise le match euh, lors d'un show de Impact entre Frankie Kazarian et Ace Steel, qui est déjà annoncé de prévu. Donc peut-être que Kazarian va peut-être avoir sa vengeance. On ne sait pas. Cette fois-ci, match pour le titre de la X Division entre Mustafa Ali contre Trent Seven. Donc oui, vu comment Trent Seven avait battu son compère dans The Speedball Mountain pour avoir une chance au titre de la X Division, il s'est dit qu'il a peut-être pas le choix. Il le fait pour la bonne cause, pour enlever le titre à Ali et pour que ça vienne de droit à ceux qui bossent dur pour la TNA depuis qu'ils sont arrivés. Désolé, au bout d'un moment je devais tousser. Auquel le match, mais il était pas mauvais, il était vraiment pas dégueu. Même si Ali joue le plus le heal dans l'histoire en, en trash-talkant un peu Trent Seven, en faisant des humiliations pour le maintenir au sol, parce que vu comment, avec la gimmick de futur président ou de futur entrepreneur, vu comment il se montre un peu désagréable
envers les personnes qu'ils côtoient et auxquelles ils se gênent même pas de leur laisser une couche de trop, quoi. Vu comment c'est ça comment doit être un heal dans la manière d'exécuter un mouvement de sadique, de manière comment de trash talker les gens. Donc vu comment c'est un sale type, il, il veut être à tout prix que ce soit personne qui soit champion de la X-Division. Et pourtant Trent Seven t'as tout tenté, hein, quitte à faire douter Mustafa Ali dans ses retranchements. Et il a beau faire tout pour le faire douter, de le surprendre à chaque moment, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit vraiment pas. Peut-être qu'il y avait une distraction, ou alors peut-être que Trent Seven a fait une erreur, mais je pense qu'il a quand même été distrait par quelque chose. Je sais que je l'ai vu récemment, mais maintenant je pense que j'ai oublié de qui il s'agit, parce que en passant des matchs à un autre, je commence des fois à m'y perdre, mais c'est là où Mustafa Ali, il arrive à surprendre Trent Seven et qui le bat avec une soumission pour la victoire et qui conserve le titre. Donc victoire de Mustafa Ali et pour l'instant personne n'est décidé à battre le futur président des États-Unis. Même si encore une fois, ce que je dis là est une gimmick qui n'est pas, on va dire, réelle. C'est, on va dire, une gimmick qui est faite pour d'autres structures auxquelles il faut le prendre du premier degré. Vraiment pas le prendre de seconde ni de troisième second degré, quoi. On va dire les termes. Mais bon. Plus que 3 matchs. Ouais, parce que là, j'en suis déjà au chapitre 8 dans le match. The ABC, donc Ace Austin et Chris Bay contre Eric Young et Josh Alexander. Donc c'est un match bien sûr en équipe simple, là où il n'y a pas les titres en jeu vu comment les champions ce sont The System et pas The ABC. Et avant que je poursuis, je bois un petit coup. Donc voilà tout. Donc comme j'ai dit, des matchs par équipe comme ça assez basiques, même si ça fait réagir le public, parce que j'ai vu ça, ça fait réagir le public, et que c'est qui pourrait remporter le match, peu importe le nom du vainqueur. Pourtant, c'est vrai qu'en voyant Eric Young et Josh Alexander, c'est vrai que ça pourrait être eux, vu comment ils sont quand même bien établis lors des années auxquelles ils avaient été champions respectivement, pas en même temps, mais respectivement. Quand je pense à Eric Young, je pense qu'il a déjà été champion de TNA et après, un peu plus tard, renouveau champion de TNA, mais quand ça s'appelait Impact Wrestling, pendant la post-Covid. Et Josh Alexander aussi, il avait déjà été champion du monde et que après, il avait on va dire recapturé le titre du titre de champion du monde et auquel maintenant il est quand même établi. Maintenant, il est établi et que c'est quand même un sacré compétiteur, hein. Vraiment un sacré compétiteur et auquel ce match peut être que bon. Vraiment, il peut être vraiment bon. Et que, euh, et que dans ce match-là, j'étais parti pour eux parce que c'était un peu les favoris. Mais finalement, c'est quand même les petits jeunes, Ace Austin et Chris Bay, qui prouvent à quel point, malgré ceux qui sont déjà établis, eh ben, euh, c'est eux qui remportent le match, malgré tout, et contre toute attente, hein, vu comment c'est un peu le nom du show, contre toute attente. Bon, après, je pense que je vais un peu couper parce que j'en ai assez ras-le-bol qu'il y a du bruit par-ci par-là et que j'en ai marre d'avoir du bruit alors que je suis en train de faire une review. Donc, on se retrouve à tout de suite. Bon, j'espère que là ça s'est calmé. En revenant au match par équipe, même si j'ai dit que c'est victoire de The ABC, il faut savoir que, vu comment ils avaient remporté le match de manière intelligemment, même si en face c'était, c'est pas une équipe établie, mais plutôt des personnes établies auxquelles ils ont fait pour les surprendre. Après, il faut le voir par vous-même, hein, parce que là je peux vraiment pas vous détailler tout ça. Mais ils ont remporté le match de manière très intelligente et auquel maintenant je passe plus qu'au deuxième match
Enfin, de toute façon, il y a 2 matchs auxquels je dois arriver aux fins et après c'est terminé. Mais bon, j'étais passé au match par équipe. Maintenant, au match féminin pour le titre Deck Knockout de la TNA. Jordynne Grace qui doit affronter une catcheuse mystère. Et du coup, ben, cette catcheuse mystère s'agit nul autre que Tatum Paxley. Donc oui, catcheuse de la WWE du côté de NXT, qui arrive à la TNA et vu comment on a vu ce qui s'est un peu passé du côté de Battleground entre Roxanne Perez et Jordynne Grace, et auquel Tatum Paxley était dans les parages, eh ben, elle était obsédée par le titre de Jordynne Grace. Vu comment elle disait que c'était un peu son précieux, et auquel elle voudrait l'avoir ce titre, elle voudrait vraiment l'avoir, vu comment elle est obsédée par le titre. Et du coup, ben, c'est elle qui a répondu au challenge de Jordynne. Et bien sûr, je pense que ça peut aller de bon train. Bon, après, il y en a qui vont peut-être pas aimer l'association entre la TNA et la WWE. Mais là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour ce coup-là, vraiment pas mal. Et encore heureux que le titre n'a pas changé de main pour le titre féminin. Vu comment il faut que Jordynne assure le coup pour la TNA. Et elle aussi, elle réclame un show en commun entre deux structures auxquelles on peut avoir que des bangers entre les catcheurs de NXT qui arrivent dans le show et TNA également, qui se, qui se rentrent en collision. Ça pourrait être énorme. Donc ouais, je suis pas contre cette idée, honnêtement. Je pense que ça aurait de l'idée. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans le match là, Tatum Paxley, on sait, la meuf, elle est chelou, elle est bizarre sur tous les bords, mais aussi elle adore jouer à des jeux d'esprit avec ses adversaires. Et vu comment elle a tenté de jouer avec l'esprit de Jordynne Grace, quitte à la déconcentrer ou plutôt à la faire chuter, même si elle n'a pas réussi son coup pour battre Jordynne Grace, elle a quand même réussi à surprendre à quelques reprises, mais que malheureusement, elle remporte pas le match. Vu comment elle a tenté de tout ce qu'elle savait faire sur le ring, Tatum Paxley, mais Jordynne Grace tente le tout pour le tout, hein, quitte à faire un Muscle Busters à la manière de Samoa Joe, quitte à tenter des différents grosses prises qu'un big man ferait. Mais même si Paxley a tenté de la surprendre malgré son agilité incroyable, elle va quand même rechuter. Elle va rechuter par Jordynne Grace qui va un peu mettre le coup de trop. Et après, elle utilise son finish pour la victoire. Et elle était très surveillée de très près par HB Elegance. HB Elegance, appelez comme vous voulez. Dana Brooke, qui était là sous l'entrée en train de siroter du champagne, à savourer le match. Et au moment où Jordynne Grace remporte le match et qu'elle là l'applaudit en disant ça c'était un délicieux match, comme le champagne d'ailleurs. J'applaudis pour ce match. Bien sûr, elle, on va dire elle veut faire réagir le public, Jordynne Grace, mais elle se fait attaquer par HB Elegance, auquel elle a voulu surprendre la championne en pensant de clôturer le match, en pensant de clôturer ce segment de manière clean. Finalement, ça se retourne contre elle. Elle se fait éjecter à l'extérieur du ring. Et t'as Jordynne Grace qui menace, entre autres, le majordome de HB Elegance pour le champagne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pas pour siroter du champagne, mais plutôt pour verser le champagne sur HB Elegance. Et HB Elegance, elle fait une caprice parce que elle veut pas se faire injecter de champagne. Parce que le champagne, c'est fait pour être bu, pas pour en faire une douche d'alcool sur elle. Donc ça se termine ici avec Jordynne Grace qui clôture sa victoire. Et ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Maintenant, le main event, match pour le titre du monde de la TNA, où toutes les règles sont brisées, ou alors
tous les coups sont permis, si on peut dire ça comme ça. On va dire un no holds bar entre Moose contre The Broken Matt Hardy. Oui. Tout a commencé quand Matt Hardy avait fait ses débuts. Enfin, non, c'est pas ses débuts. Son retour en faisant un twist of fate sur Moose et en rentrant en rivalité face à lui. Ça a duré, je sais pas si ça a duré 2 mois ou entre autres, mais auquel il cherchait le titre de Mousse, hein. Il le cherchait et auquel il veut obtenir ce titre et auquel il veut embarquer The System dans son univers. Vu comment j'avais vu récemment un match cinématographique entre Matt Hardy contre The System, auquel The System ils ont été chez Matt Hardy et ils se sont fait accueillir par des jets de feux d'artifice et que lorsqu'ils ont entré dans la propriété de Matt Hardy, ils sont rentrés dans un autre univers, hein, vu comment ils se sont fait un peu rentrer dans la quatrième dimension, et ça c'est la dimension de Matt Hardy, auquel il les embrouille, on va dire, il les fait tourner un peu en ridicule, en bourrique, si vous voulez mon avis, et auquel je pense que ça a fini par une victoire de lui. Et il était aidé par des personnes, hein. Il était vraiment aidé par des personnes, Matt Hardy, sous ce coup-là. Je pense que c'était avec Nick Nemeth, Brian Nemeth, Joe Hendry et Trent Seventh. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, j'en suis pas sûr, mais peut-être. Et que dans ce match-là, vu comment c'est un combat de d'homme à homme, donc pas The System, pas l'équipe de Matt Hardy, rien que lui et Moose. Auquel ils vont utiliser des objets, notamment des tables, des échelles, des chaises, kendo, basique. Ça, c'est du basique dans le texte. Et aussi, même des casques de football américain, auquel Mousse a voulu porter. Il a porté justement. Et après, ça peut être utilisé comme une arme, hein. Bon, après, plusieurs, euh, plusieurs de failles à l'extérieur du ring, notamment dans le public. Ils sont aussi battus dans le public. Dans la vestiaire, ils sont pas battus, à part dans l'arène, dans le public et sous le ring. Je n'ai rien d'autre à demander. Et pourtant, c'était Mousse qui dominait très franchement. Mais après, il y a le comeback de Matt Hardy auquel il allait un peu dominer du reste tout le match. Et on a cru qu'il allait battre Mousse, même en lui rivant les épaules, pour obtenir le titre. On y a tous cru. Et au moment où il tentait sa Twist of Fate, c'était sûr qu'il allait peut-être remporter, mais finalement pas du tout. Vu comment Alicia Edwards utilise le kendo pour taper Matt Hardy avec dans le dos. Mais vu comment Matt Hardy ne peut pas frapper une femme, c'est la femme de Matt Hardy, Rebecca Hardy, qui arrive et qui attaque Alicia Edwards pour lui montrer un peu la politesse, pour montrer à quel point il faut pas toucher son homme, il faut pas toucher son mari. Et que je crois que la table était préparée dans le coin, pas par Rebecca Hardy, par, euh, pas par Matt Hardy non plus par lui-même, mais plutôt par Mousse, vu comment c'est lui qui avait préparé la table, et auquel Mousse allait se faire surprendre dans le genre de spire de Matt Hardy, mais finalement ça s'est retourné contre Matt Hardy, vu comment il a spiré sa femme sur la table, et ça permet à Mousse d'utiliser sa dernière arme suprême, donc cette fameuse spire auquel il va spirer Matt Hardy, et auquel il bat Matt Hardy. Et il conserve le titre, hein. Donc malheureusement Matt Hardy ne pourra pas remporter le match ni le titre. Et que par la suite il y a The System qui arrive, qui sont occupés le cas de Ryan et Nick Nemeth, et qui commencent à attaquer Matt Hardy. Après il y a les frères qui arrivent, même Joe Hendry qui arrivent. Et au moment où on pensait que The System allait encore une fois clôturer le show par un massacre, il y a la musique
des Hardy Boys qui retentit. Et la musique des Hardy Boys, il s'agit ni plus ni moins de Jeff Hardy qui vient de faire son retour pour, je sais pas si c'est la troisième, quatrième fois dans la carrière qu'il va à la TNA, mais en tout cas, il n'est plus sous contrat avec la AEW, vu comment, de toute façon, on va pas se le mentir, Jeff Hardy et Matt Hardy n'étaient pas utilisés correctement à la AEW. On va pas se le mentir, ils n'étaient pas bien utilisés. Et là, je me dis, ben, enfin que ces deux-là ils ont quitté la AEW parce que de toute façon, la AEW sert des personnes sans trop de mise en avant, auquel tout le monde est pote avec tout le monde, mais auquel il n'y a pas. Il y a rien de tout ça. Certes, ils étaient peut-être bien payés, mais je sais pas comment le dire, mais ils étaient pas bien mis en avant. C'est tout ce que je peux dire. Alors que du côté de la TNA, ils étaient très bien mis en avant, et auquel ben, je pense que c'est pas con qu'ils reviennent à la TNA. Bon après, est-ce qu'on est tous surpris qu'il fasse son retour? Je vais vous dire honnêtement, non. Honnêtement, non, je ne suis pas surpris que Jeff Hardy fait son retour à la TNA parce que c'était sûr de toute façon. C'était vraiment vraiment sûr. Auquel ben, il arrive, il allume Moose, il allume les membres de The System avec les frères Nemeth et Matt Hardy. Et que ça permet à faire à Jeff Hardy un Twist of Fate suivi d'un Sweat and Bomb sur Moose, auquel, oui, ça fait réagir le public. Le public est en feu quand il voit ça. Mais après, c'est du vu et revu. Vraiment du vu et revu. Donc les Hardy Boys sont enfin réunis. Et voilà. Ça clôture le show. Vraiment, ça clôture vraiment le show pour la TNA. Et que j'espère que ça va continuer. Et qui sait, un show en commun entre les deux shows, entre WWE et la TNA. Qui sait? On verra de ce que ça enverra. Mais en tout cas, pour l'instant, je préfère pas trop en citer. Donc oui, retour de Jeff Hardy qui a été voulu. Certes, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça peut vraiment le faire, vu comment ils peuvent très bien être mis en avant à la TNA, parce qu'à la EW, ils étaient là que pour s'amuser, mais après on les oublie, quoi. Ce qui est triste avec Jeff Hardy, je l'ai beaucoup trop dit avec lui, mais c'est vrai que ce mec a beaucoup de problèmes avec les vices personnels, hein. Beaucoup de problèmes avec la justice, notamment à cause de l'alcool et la drogue. Ces vices, c'est un peu comme une maladie qui ne le quitte pas, hein. C'est ça qui est triste, hein. Même si je trouve que physiquement, il n'est pas en forme. On va dire qu'au niveau du visage, ils ont l'air en forme. Mais sinon, physiquement, ils sont pas en forme. Ils sont cramés de partout. Ils ont plus le feu de la jeunesse qu'ils avaient à l'époque. Mais du fait que ce sont des vétérans qui mettent les jeunes en avant, tout aussi à eux de se mettre en avant, tout en remportant des victoires et des titres, c'est bénef. C'est bénef. Bon, après, c'est vrai qu'on peut pas trop compter sur Jeff Hardy quand il s'agit de lui donner une opportunité parce qu'il est capable de gâcher ses opportunités. Donc, je veux pas souhaiter malheur. Je veux pas souhaiter malheur à Jeff Hardy. Juste que on n'y croit plus au bout d'un moment. Mais après, on peut compter sur lui, qui peut faire un excellent combat que les foules réalisent. Que les foules puissent réagir et puissent repartir chez eux tout à fait contents. Ça, c'est ce qu'on peut compter sur lui et sur des personnes comme ça. Donc moi, je pense que j'en ai terminé et auquel ça s'arrête ici cette review. J'ai dit que j'allais le faire de manière la plus courtoise, finalement. C'est pas la manière dont ce que je voulais, parce que je voulais rentrer en détail, parce que si jamais je rentrais pas dans les détails, on va dire que je fais ça trop rapidos et c'est pas une bonne review. Donc voilà. Même si ça n'a pas été court, j'ai été droit au but. Et auquel je m'arrête ici, donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. Je le dis pas assez, mais slash Mister Review, je peux me faire appeler comme ça. Donc voilà.
J'espère que ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.